L'iceberg des slashers, partie 3. Il y a plus d'un an, on a commencé ensemble cet iceberg des films d'horreur slasher, suivi de la partie 2, et aujourd'hui de la partie finale. Il faut dire qu'avec l'ensemble de ces films, se dissimulant sous ces épaisses couches de glace, on a parfois été gâtés avec des films extraordinaires. En tout cas, j'espère que tu as pris ton pied, chérie. Ce qui fait qu'on lance un slasher, c'est l'antagoniste. Le charisme de ce tueur, portant un masque et un costume, comme dans le classique Do You Wanna Know a Secret. Pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je vous assure qu'il y a bien pire comme masque. Il y a lui, ou encore ce film d'horreur dans une piscine, qui est indescriptible. Si ce n'est en utilisant le mot moulant. Et en termes de masque qui pue la merde, je m'y connais un tout petit peu. Et j'ai aussi ce costume de merde, si vous voulez. Et juste avant d'atteindre le dernier niveau de l'iceberg, il faut qu'on fasse les rattrapages. Les rattrapages des profondeurs. Ces films ou séries que l'on a oublié de mentionner et qu'on pourra rajouter à la liste. Le Chalet, une série française se déroulant dans les Alpes françaises, où un groupe d'amis complètement stéréotypés, on est tous vivants, c'est un truc de fou. Et vous savez quoi, ce soir on fait une teuf. On fait une teuf de malade. va se faire traquer par un tueur. Putain mais Olivier, barre-toi ou reviens! Olivier! ATM, un slasher que j'adore, où 3 personnages vont se retrouver bloqués après une soirée alcoolisée dans un distributeur de billets. Tu devrais appeler la police. Non. C'est plus prudent. Ils sont sous la menace d'un célèbre tueur en série, portant une doudoune North Face, qui procède toujours avec le même mode opératoire. Il y a 500 $ là-dedans. Plus une montre et des boucles d'oreilles. Dès que des personnes veulent retirer de l'argent la nuit, il les bloque avant de les tuer. May, sans oublier Charles Farm, Mainline Movie, et le plus grand des classiques qui devrait être inscrit au patrimoine de l'UNESCO, Corona Clown. Et c'est même devenu une saga, où un clone tente de faire respecter les distanciations sociales juste après le confinement, après le coronavirus. Prends ça, mon épouse. J'ai rien de plus à dire. On commence? Niveau 6, les reliques souterraines obscures. Final Stab. Un groupe d'amis décide de passer le week-end dans une grande maison isolée pour un murder mystery week-end. Ah, écoute, je crois que c'est une très mauvaise idée. Entendez par là un espèce de jeu d'enquête semblable au Cluedo, mais en grandeur nature, où les participants doivent résoudre des meurtres et comprendre comment ils se sont déroulés pour pouvoir gagner. Je suis une chienne, mais bon sens que c'est bandant. Mais le jeu devient réalité lorsqu'un véritable tueur participe à l'événement. Putain, mais je saigne. Oh merde, oh non, non. On est de retour sur les masques de merde. C'est le comédien que Christine a engagé. Et c'est de pire en pire. Il y a même des plans où on dirait que son cou il est gigantesque. Et c'est quoi cette taille de salopard? Oh le dinosaure. On dirait mon ex. Et Final Stab représente le cliché ultime du sous-genre du slasher. Ce sont des adolescents qui ne pensent qu'à faire l'amour. Tu sais quoi, Christine? Sous tes dehors de chienne, t'es une femme d'affaires. On a des femmes somptueuses. Enfin, somptueuses. Aucune n'est aussi belle que toi, chérie, si tu regardes la vidéo. Oh oui, je suis un gros canard. Des garçons qui veulent les draguer en étant le plus stupide possible. Arrête ton char. T'es vachement bien foutu, oui, mais... Un blond en caleçon. Mais oh mon dieu, les mamelles, il y a du lait là-dedans. J'aurais dit ça sur une femme, c'était la fin de cette chaîne et de mon mariage. Mais le plus drôle, c'est le titre du film, Final Stab, aussi appelé dans certains pays Final Scream, faisant soit référence à Scream, mais aussi à Stab, la franchise dans la franchise Scream. Ouais. Le but est clairement de surfer sur Scream, tout en utilisant des affiches rappelant la fameuse saga. C'est le même procédé que Cruel Jaws, surfant sur cette ambiguïté autour des dents de la mer. Sombre référence. D'ailleurs, vous avez déjà vu Ghost Shark et son requin fantôme ? Et tout comme dans Scream, dans Final Stab, il faut des adolescents qui parlent de films d'horreur. L'objectif de cette soirée, c'est de rejouer des films comme Vendredi 13 ou Halloween. Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters. Mais c'est pas pour autant qu'il a le charisme et la qualité des films Scream. Et puis il a cette manie de ne pas montrer les meurtres. Allez, montre-nous un petit peu là. Attendez, peut-être que dans cette scène on va enfin voir le meurtre. Allez, vas-y, fais-le. Mais pourquoi ça coupe ? Je veux voir des organes pendouillés. Et évidemment, le tueur, c'est la personne qui a organisé tout ça, ce Cluedo géant. Ce n'était que des nazes et des lopettes qui me sniffaient toute ma cocaïne. Tu es une détraquée. C'était un piège pour attirer ces petits adolescents pour pouvoir les buter, parce que
Bah parce que y a pas de mobile. Qui me sniffait toute ma cocaïne. Non, y a pas de mobile. Je vous jure qu'il y a pas de mobile. On se croirait dans Scream 7. Mais ça a le mérite d'être extrêmement frénétique et un brin divertissant. Ce qui est déjà pas mal, au vu des nombreux slashers pas terribles qu'on a déjà vus dans les anciennes vidéos. On tringle quand je veux. Ensuite, je le vire quand je veux. Et quand il est pas là, je tringle avec quelqu'un d'autre. Poupée de chair. Bon, ici, il suffit de regarder l'affiche pour comprendre à quoi nous avons affaire. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Nous sommes dans un camp d'entraînement pour Pom-Pom Girl, perdu dans la campagne américaine. Les adolescents sont soit tous complètement malades, soit c'est des beaufs ultimes, mais ils ressentent tous la même chose, ils veulent faire l'amour. Et bordel, je vais pas pouvoir censurer tous les tétons de chaque film, et il y a encore et toujours un mec en caleçon blanc. Ce qui est terrible pour camoufler les traces. C'est pas pour faire croire que j'ai une grosse bite, c'est une protection. Et je préfère largement le mien. C'est pas ce que vous croyez. Mais un tueur débarque et commence à massacrer tout le monde. On est dans le même style de mise en scène que le premier opus de Vendredi 13. Les victimes sont traquées, poursuivies, victimes d'attaques sournoises et violentes. Le camp coloré et rempli de joie devient le théâtre d'un véritable carnage. L'une des actrices incarnera des décennies plus tard la femme de John Kramer dans la franchise The Saw, et puisqu'on est dans des anecdotes, sachez que les cheerleaders étaient de véritables cheerleaders. Et en termes d'ambiance, il y a parfois un côté film amateur, de site où il faut un VPN pour pouvoir s'y rendre en France. Moi, je le trouve assez joli. Il plaît beaucoup. C'est pas terrible du tout. C'est le genre de film qui essaye de faire du Vendredi 13, sauf qu'il n'y arrive pas. Déjà qu'on dit que Vendredi 13 c'est un peu vraiment le slasher bateau, c'est la simplicité absolue et on n'a pas vraiment tort, mais j'adore Jason. Attention, commencez pas à dire que j'ai dit une dinguerie. C'est pas pour faire croire que j'ai une grosse bite. Ce qui fait que là on a un film qui imite la simplicité absolue, sauf qu'il est encore moins bien, donc moins bien que simple. Putain, c'est horrible à dire. Il y a absolument rien à sauver, sauf si vous aimez les personnalités un petit peu bizarres. Bon, on continue. Massacre au drive-in. Dans une petite ville américaine, un couple se gare en voiture pour assister à une séance de cinéma en extérieur, à un drive-in. C'est complètement idiot là, ton machin, c'est un navet. Tu crois pas si bien dire. Un tueur débarque et gâche complètement l'ambiance de leur soirée, et ce ne sont pas les premiers, puisque ce drive-in est le théâtre de nombreux meurtres. Le tueur agit toujours avec le même mode opératoire. Il débarque discrètement et cible des couples commençant à faire l'amour avant de les tuer à l'aide d'une épée. Le réalisateur était à la base un réalisateur de films érotiques, donc vous vous en doutez, je vais devoir cacher tout un tas de tétons encore une fois. Non mais là c'est trop, non mais calmez-vous. On va alors suivre deux policiers en charge de l'affaire. Il a suffi d'un seul coup pour chaque victime. Ils interrogent des personnes, cherchent à découvrir le potentiel suspect. Sauf que le film n'a rien à raconter. Alors on balance une scène de fusillade sans raison et sans explication. Mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'à la fin du film, qui est complètement légendaire. Les deux policiers retournent au drive-in et tombent sur tout un tas de cadavres. Le film affiche une pancarte pour nous dire que personne n'a retrouvé le coupable et que le tueur va recommencer dans un autre drive-in. Qui sait le nombre de massacres qu'il va encore réussir à commettre avant de se faire arrêter? Je comprends pas du tout ce que je viens de voir. On suit littéralement deux flics qui n'en ont rien à foutre de l'enquête autour d'un tueur. C'est parce que l'imbécile qui travaille pour moi est incapable de faire la différence entre $1 et une merde. Qui préfère aller tabasser des gangs pour au final nous dire que le tueur il a changé de drive-in. C'est complètement idiot là, ton machin, c'est un navet. Bah tu m'étonnes, salopard. Hôpital massacre. Une fillette, Suzanne, reçoit une lettre d'amour un peu maladroite d'un camarade de classe. Mais plutôt que de lui dire qu'elle n'est pas intéressée, elle préfère se moquer de lui. Il est complètement Le garçon, blessé dans son orgueil, va attendre plusieurs années que lui et Suzanne grandissent pour la piéger dans un hôpital et se venger de lui avoir mis un râteau. Tu te rappelles? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Ce que j'ai toujours voulu. Je sais pas quoi vous dire. C'est l'un des films avec l'histoire la plus lunaire que j'ai vue de l'ensemble de la liste. Déjà, ça reprend un peu le concept d'Halloween, un enfant qui va vivre un espèce de choc, le transformant complètement en tueur, sauf que si ça marche dans Halloween, bah c'est parce qu'il n'y a pas d'explication de pourquoi Michael Myers, il est comme ça. Mais dans Hôpital Massacre, si le tueur est comme ça, c'est à cause d'un râteau. Un râteau, il s'est pris un vent. Et surtout, c'est le pire hôpital du monde. Les médecins tripotent des patientes, on a une scène de 10 minutes, c'est pas une blague, purement gratuite, où l'héroïne se fait ausculter nue par le docteur. Imaginez 10 minutes sans dialogue, où c'est juste de l'exposition gratuite d'une jolie femme à poil. Je voudrais une explication à ça.
Il fume bordel, je sais, c'est une autre époque mais quand même. Et le tueur s'amuse à mal positionner des personnes ayant des membres cassés. Il troll les handicapés. Et le pire c'est qu'il bute tout le monde, sauf l'héroïne. Il n'arrive même pas à se venger de la personne qui lui a causé tout cela, à cause d'un râteau. Donc, si je résume le film, c'est un personnage principal qui va se faire ausculter par un docteur dans un hôpital, pendant qu'un mec bute des gens de façon aléatoire, tout en se moquant des handicapés. Ouais, là non plus je sais pas quoi dire. Spliced. Marie, une adolescente obsédée par l'horreur, se fait gronder par ses parents, justement parce qu'elle en regarde trop. Elle n'a même plus le droit de sortir, voir les nouveaux films d'horreur. Plus le droit de se rendre au cinéma, alors qu'un film d'épouvante est en train de cartonner en salle, The Wisher, un espèce de slasher avec une sorte de tueuse fantastique, plutôt terrifiante. Capable d'exaucer l'ensemble de vos souhaits, Marie commence à apercevoir la tueuse du film, ou plutôt l'entité, et lorsqu'elle souhaite se débarrasser de ses parents, plus particulièrement de son père, qui l'a empêché de sortir, son rêve va se réaliser. Et comme vous n'allez jamais le regarder, je pense que c'est mon job de vous apporter une explication à tout ce beau bordel. Le film d'horreur qui cartonne en salle contient en réalité des images subliminales, manipulant l'esprit des fans de films d'horreur, qui deviennent, à cause de lui, de véritables psychopathes. C'est intéressant parce que, avant d'avoir cette réponse, on pense qu'on a affaire à un film surnaturel, alors que pas du tout, pas du tout. Même l'antagoniste est une hallucination. Ce sont les personnes qui sont allées voir ce film qui vont commettre les différents massacres. Mais comme il est projeté partout, qu'il cartonne en salle, et que cela continue encore et encore, ça sera certainement diffusé à la télé un jour, il est plus que certain que le monde entier va finir par s'entretuer, manipulé par un film d'horreur. Dans des thématiques similaires de manipulation de masse, je vous recommande le 3e opus d'Halloween, mais aussi des Live Invasion Los Angeles. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit. Qui explique déjà très bien la France de Macron des décennies plus tôt. Obéis, non à la libre pensée. On en était où déjà ? Stay Alive. Un groupe d'amis décide d'essayer un nouveau jeu vidéo bien mystérieux, se nommant Stay Alive. Ce nouveau jeu s'appelle Stay Alive, on n'en sait pas grand chose, si ce n'est qu'on n'est pas censé l'avoir. Ils doivent survivre dans un manoir hanté, peuplé d'esprits, avec des règles strictes. À gauche, elle novice, qu'est-ce que tu fais ? Le jeu s'inspire d'une histoire vraie, celle de la comtesse Elisabeth Bathory, qui au XVIIe siècle aurait soi-disant sacrifié plus de 600 vierges, dans le seul but de rester belle pour l'éternité. Ouais, je suis pas sûr que ça soit une réussite. Il y en avait certainement une qui était pas vraiment vierge dans le lot. Une pipe, ça compte dans le body count ? Ouais chérie, ça va, j'avais juste une question à te poser. Cette sombre histoire est à l'origine d'une malédiction. Quiconque joue à ce jeu vidéo et meurt dedans, enfin son personnage, finira par mourir dans la vraie vie. Bienvenue. Si vous écoutez ceci, c'est que vous avez commis une grave erreur. Vous avez été désigné pour mourir. Peu après leur première session, l'un des joueurs se suicide brutalement, puis un autre finira par trouver la mort dans d'étranges circonstances. Progressivement, les autres personnages vont se rendre compte que leur mort coïncide avec la manière dont ils sont morts dans le jeu. Peut-être que c'est la reproduction d'un meurtre virtuel par un démon. Alors comment faire pour survivre en sachant qu'ils doivent obligatoirement continuer de jouer ? Maintenant je voudrais jouer sans qu'on me fasse chier. Stay Alive est une expérience très sympathique, même si dans les faits, il reprend le même principe que la cassette de The Ring, mais en la remplaçant avec un jeu vidéo. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Et tout comme dans The Ring, ils vont mener l'enquête et découvrir l'ensemble de cette histoire. Il y a presque un côté destination finale, avec la mort qui vous traque lorsque vous mourrez dans le jeu, et c'est plutôt sympa. Hey, jouez pas à ça. Hey, ça suffit. Je crois qu'il vaudrait mieux que plus personne ne touche à ce jeu. Et puis les personnages sont intelligents. C'est rare dans les films d'horreur, encore plus lorsqu'il s'agit de geeks. On sait rien de toi à part que t'assures pas des masses en jeu vidéo. Et c'est un ancien joueur du mode zombie de Call of Duty qui vous parle. À gauche. Appel au meurtre. C'est le retour d'un slasher incroyable, avec un tueur possédant un masque inoubliable. Allez, vas-y, c'est reparti. Oh la vache. Nous sommes à Miami, au début des années 80. Un tueur et violeur en série terrorise tout un tas de personnes, en commençant par des appels téléphoniques. Et foutez-vous le zizi dans l'oreille et arrêtez de m'emmerder. Avant de finir par les tuer d'une façon bien plus que brutale. C'est alors qu'on va faire la découverte de Jane. Jane est une journaliste fascinée par l'affaire, et elle voue une profonde détestation envers le tueur, parce que... déjà parce que c'est un tueur. David, je me suis promis de veiller à ce que Tracy soit toujours à l'abri de ses horreurs. Mais surtout parce que c'est un agresseur sexuel. Sa propre sœur a subi une agression de la sorte par la photo d'un maniaque.
et le traumatisme est tellement profond qu'elle est depuis muette et vide de vie. Jane se doit de retrouver le tueur et perçoit cette enquête comme un moyen de se venger. C'est vrai, tu n'as pas à t'en occuper, laisse faire la justice. Ça t'avance à quoi de perdre ton temps quand tu n'y peux rien? Et de protéger sa sœur après ce qu'elle a vécu. Au cours de son enquête, elle est persuadée que le tueur est l'un de ses voisins et va tout faire pour le retrouver, jusqu'à le narguer en faisant exactement ce qu'il fait avant de tuer ses victimes, l'harceler au téléphone. J'en ai assez, ça suffit, vieille salope! J'en ai ras-le-bol! J'en ai plein les bottes! Le truc, c'est que le tueur va reconnaître la voix de Jane. Déjà, parce que c'est sa voisine, mais surtout parce que Jane, elle est plutôt connue et célèbre. Alors qui va prendre le dessus sur qui va craquer en premier, en sachant tous les deux qu'ils savent qui est l'un et qui est l'autre. Et c'est pour cette raison que j'aime tant ce sous-genre. Parce que ce film, Appel au meurtre, est une expérience profondément touchante, en nous présentant une héroïne sensible, impliquée dans une enquête pour trouver une vengeance de substitution contre la personne qui a agressé sexuellement sa sœur. Cela montre l'horreur des violences sexuelles, que cela ne détruit pas seulement la personne qui l'a subi, mais aussi son entourage. Il faut nécessairement réussir à prendre notre revanche sur la vie, y compris quand cette vengeance passe par tabasser un tueur en série et un agresseur de merde. Et d'avoir ce genre de thématique dans un slasher du début des années 80, c'est une dinguerie, vraiment, et cela devrait être plus souvent repris. Il prouve à lui tout seul que le slasher peut raconter quelque chose d'à la fois mature et de profondément émouvant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que vous alliez vous livrer à la police. Bon, je pense qu'il est temps qu'on reparte dans quelque chose de plus fun. Vœux sanglants. On a encore affaire à des étudiants d'un campus complètement dingue. On raconte que le gardien est monté comme à cheval et que c'est un bandeur de toute première qualité. Ah, tu es dégueulasse. Et encore accro au sexe. Je sais ce qu'elle a, des hémorroïdes. Oui, et c'est sûrement ça qui doit l'empêcher de se faire enculer. Ouais, super l'ambiance. Kelly participe avec ses amis à un rituel de sororité. Elles doivent pénétrer dans un centre commercial de manière totalement illégale pour voler un uniforme. Et pas s'introduire dans un supermarché de force. Tu les suis ou tu fais ta valise, bécasse. Mais rapidement, elles vont rester bloquées à l'intérieur et se faire pourchasser par un tueur. C'est pas très original, on explore les traumatismes passés, le fait de vivre un drame pour qu'on se bouge le cul plus vite pour se reconstruire, et se rendre compte que la vie est importante quand on n'est pas pourchassé par un tueur. Il y a beaucoup de plans en caméra subjective, pour pas qu'on puisse reconnaître le coupable, mais qui dit caméra subjective, dit pas de masque. Et moi, je suis désolé, j'ai besoin de masque, ce qui est le cas dans notre prochain film. The Initiation, le tueur au masque argenté qui brille. Il pue la classe, ou la défaite, on sait pas. Pourquoi t'es habillé comme un psychopathe? Yo, tu peux m'aider à déplacer le canapé? On est encore une fois dans une sororité, où les élèves doivent faire face à ce mystérieux tueur argenté. J'ai pas d'autre terme, je suis désolé, c'est le tueur argenté. Qu'est-ce que tu fous, mec? Ah, putain! Ah, merde! Il ne se passe pas grand chose, puisque tout l'objectif, et je dirais même le message, parce que oui, il y a un message, c'est de dénoncer le comportement des étudiants en soirée. Le fait de se déchirer, de dévaloriser les autres, de toujours vouloir faire l'amour, de commettre du harcèlement, bref, les joies des soirées étudiantes. Et des profs qui ne font rien pour les empêcher. 2 doigts devant, 1 dans le derrière. C'est stupide comme jeu. C'est pas très beau, pas très bien filmé, mais la course-poursuite finale, elle est plutôt cool. Cheerleader Massacre. Mes amis, bienvenue dans la franchise de Cheerleader Massacre. Regardez-moi ces affiches. Ouais. Dans les différents opus de la saga, nous allons suivre des cheerleaders se réunissant dans un chalet isolé pour se détendre après leur compétition, mais vont se faire harceler et pourchasser par un tueur qui leur veut du mal. Il y a notamment une scène sur un pont qui est juste tellement bien filmée, mais attendez, mais c'est filmé avec un Blackberry ou une 3DS? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils ont oublié de couper au bon moment, ce qui fait que le mec tremble, et c'est quoi ce plan dégueulasse? Une franchise incroyable, avec des blondes magnifiques. Et non, s'il vous plaît, j'en peux plus de censurer des tétons depuis tout à l'heure. Et c'est dingue à quel point c'est souvent dans ce film, mais aussi dans ses suites, tellement ça n'a rien à raconter. Mais au moins le deuxième film, il a cette scène qui est absolument légendaire. Ouais, quel classique sérieux. Survivance. Nous allons suivre un groupe d'étudiants décidant de camper en montagne. Une montagne réputée comme dangereuse. Il n'y a rien ici à part les animaux que Dieu a créés. Et qui ont peur de la grosse bête qui est dans ta chemise. Puisque le lieu serait maudit. Maudit par un tueur qui est visiblement un bonnet rouge.
Il se retrouve isolé et poursuivi par cet antagoniste qui rappelle presque, de par le fait qu'il est imposant et un peu limité, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, aussi surnommé Booba. Booba. C'est pas mauvais, mais c'est encore une fois quelque chose sans réelle surprise. À peine tu le lances, t'as l'impression de l'avoir déjà vu, des centaines et des centaines de fois. Oui, les meurtres sont nombreux et sympathiques, la forêt est un environnement qui fonctionne très bien dans le genre horrifique, mais un film qui réussit mieux à s'en sortir, tout en étant bien meilleur à mon sens, c'est Détour mortel. Détour mortel reprend cette idée d'un groupe d'amis partant dans un environnement hostile, mais eux, ils vont pas se faire poursuivre par un bonnet rouge, mais par un groupe de cannibales. Un véritable petit bijou, même si dans Survivance, le tueur s'inspire de Vendredi 13 en utilisant une machette. The Dead Pit, le donjon de tes morts. Allez, ferme ta gueule! Un groupe de médecins, d'infirmières et d'étudiants tente de faire de leur mieux pour travailler dans un hôpital psychiatrique, où se trouvent des patients dangereux et instables. Parmi eux se trouve le docteur Ramsey, un scientifique obsédé par des expériences sur la régénération et la vie après la mort. Il faisait ici des recherches sur les causes organiques de la folie. Il était fasciné par l'idée de la mort. Il va réussir à ramener à la vie un dangereux psychopathe profondément déréglé. C'est bel et bien un zombie déguisé en aide-soignant qui va commencer à commettre un véritable massacre au sein de l'hôpital psychiatrique. Les survivants doivent lutter pour échapper à ce terrible tueur et à ses attaques. Tout en essayant de comprendre comment stopper sa résurrection. Parce qu'on parle d'un véritable mort là. Vous allez être ma nouvelle assistante. Alors oui, vous allez pas échapper aux jolies femmes, à ces mannequins qui courent en petite tenue dans les couloirs. J'ai presque l'impression que sans ça, on n'est même plus dans du slasher. Mais le film profite d'une ambiance qui est absolument géniale. Entre ces lumières et ce mystère, il me rappelle presque le 3e opus de Freddy, Les Griffes du Cauchemar, qui se déroule lui aussi dans un asile. Vous êtes enfermé dans un lieu terrifiant, où une ambiance poisseuse règne en maître, et le tueur sera peut-être un peu ridicule pour certains, mais au moins c'est assumé, et ça confère un côté si attachant au film. Je sais pas pourquoi, mais les slashers dans les hôpitaux, ça fonctionne très bien. Peut-être parce que c'est un lieu qui est rattaché à la mort, ou au fait d'être malade. Je pense évidemment au 2e opus d'Halloween, mais aussi à Prince des Ténèbres de John Carpenter, qui même s'il ne se déroule pas dans un hôpital, parle d'un groupe de scientifiques, emprisonnés dans un lieu face à une menace surnaturelle. Ce visage est terrifiant. Ce truc, je lèche pas ce visage, alors que pourtant je lèche tout ce qui se met au travers de ma langue. Bizarre comme phrase. Mais Dead Pit mérite vraiment votre attention, si vous aimez les huis clos slasher, se transformant progressivement en film d'invasion de zombies. Blood Cult, Blood Cult, Blood Cult, comment, j'en peux plus de cet accent anglais, c'est désastreux. You can't do what we want. Blood Cult, c'est une histoire vraiment particulière. Le film est sorti en 1985, directement en VHS, et a acquis une solide réputation auprès de passionnés, car il est tourné comme un véritable documentaire, comme si on suivait de véritables personnes, des personnages confrontés à des meurtres se déroulant au sein d'un campus universitaire. On change pas une équipe qui gagne. Les universités, les lycées, les pom-pom girls, les colonies de vacances et les balles de promo. Oh, je suis fatigué de tout ça, je suis fatigué de cette ambiance. Au fur et à mesure de l'enquête, on découvre qu'il n'y a pas un tueur, mais bien plusieurs tueurs en série, reliés à une société secrète. Peut-être qu'ils faisaient des commandes de pizza par mail, j'en dirai pas plus. Un véritable culte vénérant un dieu qui se surnomme Canis, en commettant des sacrifices pour nourrir leur dévotion. And soon, we will control this place. Et est-ce qu'il existe un meilleur sacrifice que des étudiants en chaleur? Je crois pas, non. Qu'il soit obsédé ou non, il bande pour toi. C'est pas très intéressant pour être honnête, il y a plein de séquences où l'on voit rien. Je vous assure que c'est la meilleure qualité qu'il existe du film, on ne voit rien. Mais au moins, les tueurs aiment bien éparpiller des morceaux de corps humain dans la nourriture d'un fast-food. Violent shit. La merde violente, le caca. Ferme ta gueule. Pas de soucis. Nous avons affaire à une véritable franchise, composée de plusieurs opus, mettant en scène un tueur portant un masque de fer, semblable à ceux des chevaliers du Moyen-Âge. Karl le boucher.
Si la saga commence avec des slashers assez classiques, le tueur s'occupant tout d'abord de jeunes faisant la fête, elle plongera complètement dans le fantastique avec le dernier opus en date, où il revient carrément en mort-vivant pour terrasser de nouvelles victimes. C'est du film amateur, filmé n'importe comment, ce qui rend l'expérience un brin dérangeante, et puis c'est crade, mon dieu que c'est crade. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Song, Kindergarten. C'est sûrement parce que c'est un film allemand, s'inspirant du style expressionniste, de l'expressionnisme allemand. Ce qui passe par un réalisme cru, et surtout une quantité astronomique d'hémoglobine, en sachant que c'est sorti en 1989. En 1989, avoir un film aussi violent, je trouve que c'est dingue. Le deuxième opus ira carrément dans l'inceste, la scatophilie, ce qui est plutôt cohérent avec le titre, Violent Shit, le caca. Et ça viendra de pire en pire, toujours en allant de plus en plus loin dans le gore, mais ça le mérite d'avoir un style unique, qui lui est propre. Et surtout d'avoir un tueur tellement charismatique. Enfin, charismatique, en fait je suis pas sûr. Sur certains plans, je trouve que ça passe, mais en même temps sur d'autres, ouais c'est compliqué. Le pire c'est les posters ou les illustrations. Il est beaucoup trop classe, et puis bah ouais, sorti du dessin, devant la caméra, ça donne ça. Ouais, c'est pas génial. Sweet 16. Melissa, une jeune fille plaisant à tous les hommes, aussi bien les pervers plus âgés que les pervers adolescents, se retrouve harcelée par un tueur, butant tous les mecs s'approchant d'elle. C'est pas une si mauvaise idée en termes de concept. Le problème c'est que, bon, vous connaissez déjà les codes maintenant, le tueur ne porte pas de masque, c'est filmé comme Vendredi 13, c'est-à-dire que les séquences de meurtre se déroulent dans les yeux du tueur, des meurtres identiques les uns des autres, avec un tout petit couteau. Tout ça pour qu'on apprenne à la fin que le coupable c'est sa mère, qui est en réalité sa sœur, qui s'est toujours fait passer pour sa mère. Attends quoi, je comprends rien. Ta sœur est morte il y a 20 ans dans un hôpital psychiatrique. Et elle est devenue Joanne. C'est ça? Je suis pas sûr du truc. Tu m'étonnes. Sweet 16 est pas mauvais, mais illustre parfaitement les problèmes du genre. La répétitivité. La répétitivité de ce qui se passe. La répétitivité des stéréotypes ambulants. La répétitivité des environnements. La répétitivité des meurtres. La répétitivité de la mise en scène. Et même moi, en répétant le mot répétitivité, je me répète. Et c'est pas de sa faute. Mais je préfère largement regarder un slasher avec un clown tueur qui travaille dans un McDo. Non, je vais pas te faire mal. Je vais juste te défoncer la gueule et te transformer en viande hachée. Lover's Lane. Souviens-toi, la Saint-Valentin. Le plus gros scam de l'humanité, la plus grosse arnaque du monde. Et je m'en souviens très bien, j'étais à Easy Cash, j'ai vu cette jaquette, j'ai vu qu'il y avait l'espèce de masque de Ghostface, attendez on voit les reflets, le masque de Ghostface, j'ai vu qu'il y avait aussi cette espèce de pince à la Souviens-toi l'été dernier, le tueur au crochet. Je me suis dit que ça allait être un melting pot, que ça allait être incroyable, que c'était la rencontre entre deux univers. Et même le masque de Ghostface, il a l'arrière. Et vous pouvez pas me dire que c'est inconscient. C'est fait exprès, c'est des fils de pute. Ils sont même sur le DVD, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout ça pour qu'au final, tu te retrouves avec ça. Fonce! Allez, vas-y, fonce! J'étais trop jeune pour tester la sodomie, mais je me suis quand même bien fait enculer. C'était agréable. Lover's Lane, souviens-toi la Saint-Valentin, nous raconte l'histoire d'un tueur complètement dingue, qui s'échappe d'un asile et retourne dans sa ville natale pour y commettre un massacre. Et avant de partir, il a quand même pris le temps d'écrire que la nourriture de cette prison puait la merde. Salut, toi. Oh, mais qu'est-ce que... Cool, Raoul, ton secret sera bien gardé avec moi. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Cela se passe le soir de la Saint-Valentin. Et c'est du classique, c'est-à-dire que c'est un film qui imite complètement Scream et Souviens-toi l'été dernier, pour surfer sur la mode de l'époque, du début des années 2000. Ça pourrait être sympathique, il y a plein de slashers comme ça que j'adore, dont on a déjà parlé, comme Swimming Pool, la piscine du danger, un slasher dans une piscine, mais ici, dans Lover's Lane, souviens-toi la Saint-Valentin, on ne voit rien. C'est pas moi qui ai changé la luminosité, c'est vraiment comme ça, c'est illisible. Putain de merde, mais qui est le chef opérateur qui gérait la lumière? Tout ça pour qu'on apprenne que la principale motivation du tueur, c'est qu'il est devenu méchant après avoir appris que sa femme le trompait. Tu ressembles beaucoup à ta mère. C'est vous qui l'avez tué. C'était sa faute. Il est venu me déranger. Moi, je voulais seulement expliquer à ta maman ce que j'éprouvais pour elle. Je comprends sa peine, y a pas de souci. Et vous aussi, si ça vous arrive,
bah faites la même chose, butez des gens. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de budget et ça se ressent vraiment. Les meurtres sont coupés, ils sont hors cadre. Tu sens qu'ils savaient pas comment filmer ça. Moi, je regarde ça, c'est pour avoir du sang, c'est pour avoir de l'hémoglobine en puissance. Bordel! Mais quand même, à la fin du film, la maison principale brûle. Ce qui prouve qu'il est un tantinet en avance sur son temps. Il a quand même fallu attendre 7 opus de Scream pour avoir une maison brûlée. Le tueur se fait partiellement brûler et devient enfin charismatique. Tout ça pour se faire éteindre comme une merde. Évidemment que le film c'est une arnaque, évidemment que le titre et son concept c'est une arnaque aussi, c'est fait pour nous avoir, qu'on l'achète par inadvertance, et ils m'ont eu, ils nous ont eu même. Mais par contre ça reste meilleur que certains opus de la saga Freddy. Freddy Krueger qui joue à la Super Nintendo, me parlez pas de ce truc, me parlez plus jamais de cette chose. Criminally Insane. Bon, avec celui-ci, à écouter les notes de musique en arrière-plan, vous vous doutez qu'on a affaire à quelque chose d'assez sérieux. Dans une maison modeste vit Ethel, une femme extrêmement fragile, psychologiquement parlant, et souffrant d'obésité morbide. Sujette à des excès de violence, elle se sent souvent incomprise, isolée, comme si le monde autour d'elle était une menace constante. Pour surmonter son stress, Ethel se met de plus en plus à engloutir des quantités astronomiques de nourriture, jusqu'à arriver au point de non-retour. Elle tue sa grand-mère parce qu'elle voulait l'empêcher de manger, et la folie continue. Elle tuera un livreur, son propre facteur, et dissimulera le corps, qui deviendront des corps, tellement les meurtres seront nombreux, l'obligeant à trouver des astuces pour masquer l'odeur de décomposition. C'est un film mettant en lumière la décadence psychique, et telle est une victime de sa maladie, de ses nombreux traumatismes qu'elle a vécus dans les nombreux hôpitaux psychiatriques, et surtout une victime de sa folie. Et je vais pas vous dévoiler la fin, parce que je suis persuadé que c'est une expérience qui pourrait vous plaire. Pas forcément vous plaire, c'est pas le bon mot, mais en tout cas vous fasciner, vous attirer. Et même s'il est profondément glauque, Criminally Insane, avec l'accent anglais, il réussit par moments à être profondément divertissant, comme un véritable slasher. Un véritable slasher, ça doit être divertissant. C'est la règle, et elle est totalement respectée. Death Academy, c'est le retour des tueurs un petit peu étranges. Alors attendez, je vous jure qu'il y a un truc... Je pense que c'est juste la doudoune North Face qui gâche tout le potentiel. Mais pourquoi la caméra elle bouge comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais le pire du pire, c'est le tueur. Qu'est-ce qui branle? C'est quoi encore ce chef-d'œuvre? Dans un établissement scolaire, un tueur commet un véritable carnage sans se faire prendre. Plusieurs années plus tard, un groupe d'amis, fascinés par l'affaire, décide de se rendre dans le lieu abandonné depuis, pour possiblement trouver des preuves et faire tomber le responsable de ces actes atroces. Ils entrent par effraction, mais évidemment, ils ne seront pas seuls, puisque le tueur est déjà là. Il va alors progressivement les enfermer et les massacrer de la meilleure des manières possibles. C'est tellement nul que ça devient l'un des trucs les plus drôles au monde. Et il y a même une suite qui a l'air d'être aussi nulle, et qui en plus de ça s'apprête à sortir, et où le tueur est de retour. Mais regardez ces fausses taches de sang, alors que c'est ce qui coûte le moins cher sur un plateau de tournage. Non, vraiment, ça a regardé avec son copain ou sa copine, avant de dormir tout nu sous un plaid. Evil Ed. Ed, un technicien de montage discret et plutôt coincé, est transféré dans une nouvelle division d'une compagnie de cinéma, la section gore et éclaboussure de sang. Il doit recoller, couper et censurer des tonnes de films d'horreur ultra violents. Un travail que personne ne souhaite faire à cause des images choquantes qu'il faut visionner quotidiennement. Tous les jours. Ed enchaîne les visionnages interminables de mutilations, d'hurlements, d'entrailles arrachées, de membres exposés et de tortures. Au début, cela se passe plutôt bien, mais progressivement, les images commencent à se mélanger à sa propre réalité. Les sons envahissent sa tête et il ne peut plus s'empêcher de revoir les scènes, même lorsqu'il ferme les yeux. Ed commence à perdre pied et à devenir fou, au point d'entendre une voix l'obligeant à continuer le travail. Il devient un tueur fou, comme les films qui le regardent, et commence à buter tout le monde sur son passage. So you like headbanging, eh? Il continue le film d'horreur qu'il était en train de monter, mais cette fois-ci dans la réalité. Mais le plus terrifiant, au-delà de son concept complètement original, ce sont ses hallucinations, parfois grotesques. Don't you fucking look at me!
Mais tellement inattendu que... ouais, je sais pas. Encore une fois, comme dans Criminally Insane, c'est un slasher psychologique, où la personne craque suite à une overdose d'images gore. Le film d'horreur gore le consomme, et il devient lui-même un film d'horreur, que toi, en tant que spectateur, tu regardes. Et ça faisait peur à la sortie, parce que le discours du film te positionnait à cette même place. Est-ce que toi aussi, en le regardant, ces images parfois violentes, tu vas pas finir comme Ed? Tu vas pas finir complètement dingue? J'adore. Non, vraiment, c'est incroyable. Invisible Maniac, un scientifique excentrique devenu instable par la faute d'humiliation assez énervé, qu'il a subi en étant bien plus jeune, décide de prendre sa revanche après ces années, que dis-je, après ces décennies d'humiliation, en tentant de concevoir un sérum lui permettant de devenir invisible. Sauf que le con, il va réussir. Il va vraiment réussir. Une invisibilité qu'il peut contrôler. À tout moment, il peut l'arrêter et la déclencher, ce qui provoque des scènes complètement lunaires. De cette jouissance, la folie l'emportera jusqu'à ce qu'il devienne le maniaque invisible et commence à tuer des personnes. Mais ça se transforme aussi en moment drôle. Comme c'est un obsédé qui n'a jamais fait l'amour, le film exploite ses stéréotypes. Il va par exemple avoir une bosse dans son pantalon en regardant des étudiantes, vous voyez le genre. Il ira même jusqu'à les suivre pendant leur douche, pour les espionner, et heureusement qu'il est invisible, parce que je veux pas savoir ce qu'il est en train de faire. Il y a pas de gore, il y a pas de sang, et au vu des scènes, ça a l'air un peu plus ridicule que ce qu'on pense. Ne le regardez surtout pas. Alors après on peut essayer d'extrapoler et d'avoir une lecture profonde du film, du genre que le tueur il était harcelé par la société, qui voulait vraiment le supprimer, l'écarter, le rendre invisible, alors il s'est lui-même supprimé en devenant véritablement invisible. Attendez, mais on tient quelque chose là. La nuit des démons. Dans une maison funéraire abandonnée, un groupe d'amis qui ont préparé des provisions pour... oh non putain. On les enchaîne dans cette vidéo. Hein. Je reprends. Un groupe d'amis décide d'organiser une séance de spiritisme dans un lieu considéré comme rempli d'énergie spirituelle. Mais les garçons sont un peu trop stupides et ne prennent pas au sérieux la chose en interrompant la séance. Ce qu'il ne faut jamais faire, puisque si on laisse la porte vers le monde invisible ouverte, ça laisse aux esprits une possibilité pour venir nous hanter. Sauf que eux, ils vont pas tomber sur un simple revenant, mais bien sur des démons. On est sur quelque chose rappelant étrangement Evil Dead, avec son fameux livre des morts, ouvrant les portes de notre monde à des entités terrifiantes. Mais aussi à un autre film, un classique, enfin des classiques, la franchise Démon, où des entités terrifiantes envahissent aussi le monde des vivants, dans une salle de cinéma, au pire dans des appartements. Il y a même une séquence avec une 50 cm3 dans un cinéma. La Nuit des démons a engendré plusieurs opus, tous avec leurs particularités et leur ambiance, mais toujours avec des maquillages que je trouve absolument exceptionnels. J'adore. T'as l'air bizarre, tu sais. Je sais pas ce qui arrive. Ça doit être le diable qui m'a joué un tour. Alors, on a la limite du slasher, mais comme c'est bien une force inquiétante qui se débarrasse d'un groupe de personnages où ils doivent lutter contre, je trouve que ouais, je triche un peu, mais ça fonctionne quand même. Trop tard. Tu as déjà fait ton choix. De quoi vous voulez parler? C'est surtout l'icône de la franchise qui est incroyable, Angela. Angela est un démon possédant une armée de démons. Le démon au-dessus des autres démons, si vous préférez. Je l'ai maintenant. À mon tour de rendre justice. Et dans le troisième opus de la saga, on est dans un mélange entre slasher et film d'invasion de zombies. Qu'est-ce que c'est incroyable, putain. Allez vous faire foutre! Killer Nerd. Harold, un jeune homme timide, solitaire et socialement maladroit, vit au quotidien un enfer entre les moqueries permanentes, de nombreuses humiliations et surtout le rejet de la société. Ses collègues se moquent de lui, les personnes sont juste méchantes parce qu'il paraît un peu étrange et surtout parce qu'il ne possède pas de copine, les femmes l'ignorent. Harold décide de prendre en main sa situation et d'acheter le programme d'un coach de séduction. Il suit ses conseils, fait même un relooking, mesdames, miam, un dernier espoir qui sera malheureusement la goutte de trop. Il finira par se faire tabasser et décide de péter les plombs contre une société qui ne veut définitivement pas de lui.
Il va alors se venger contre l'ensemble de ses bourreaux, et le film se transforme en quelque chose de beaucoup plus violent, où Harold n'est plus la victime, mais désormais l'agresseur, les femmes qui n'ont pas voulu de lui, les personnes qui l'ont ignoré, mais aussi les mecs qui l'ont tabassé. Il y a même une séquence où il pose des explosifs sur la tête d'un mec pour les faire exploser. Killer Nerd est sorti en 1991, et le comportement d'Harold s'inspire socialement des personnes qui sont diagnostiquées autistes. Ce qui est d'autant plus incroyable, car on parle d'un phénomène qui n'était pas vraiment connu au début des années 90. On a de la peine puisque, pendant la première moitié du film, on voit véritablement un mec maladroit, socialement parlant, essayer de s'en sortir, de faire des efforts. Ça devient triste parce qu'il n'y arrive pas malgré toutes ses bonnes intentions, et surtout que personne ne l'aide, ou ne l'aidera dans la suite du film. Et ce que je m'apprête à dire fait un petit peu cuculapraline, mais c'est pourtant véridique, la création d'un monstre n'a rien de surnaturel. Il suffit simplement d'ignorer trop longtemps une âme perdue et fragile. C'est beau, putain. Est-ce qu'on peut se remettre la séquence de la tête qui explose là ? Oh, ça fait tellement du bien. Evil Breed, The Legend of Samhain. Ça c'est de la jaquette mes amis. Il y a aussi celle-ci. Voilà. Et comment cette bombe blonde va finir ? Et bah ça, vous le saurez après 10 minutes de plan sur ses pieds. C'est pas une blague. Bref, Evil Breed nous relate l'histoire d'un groupe d'étudiants. Étudiants, justement, d'anciennes légendes locales dans une immense forêt. Ils vont faire la découverte de la légende de Samhain, qui dans cette forêt est associée à des rituels païens, aboutissant à la naissance de créatures sordides et cannibales. Holy shit. Le culte de Samhain, qu'on retrouve aussi dans Halloween 6, un autre slasher atroce, où Michael Myers est contrôlé par une secte païenne, et c'est relié à Samhain. By these runes, transform us. On comprend rien. Ah ouais, on a encore affaire à un classique, hein. Le masque d'Halloween. On est au début des années 2000, un mec décide de faire une blague à sa copine le soir d'Halloween, en se faisant passer pour un tueur, sauf que le frère de sa copine débarque au même moment, et pense que c'est un véritable tueur. Une année plus tard, ce même frère et cette même sœur, qui sont toujours en bon terme, ça l'a visiblement pas trop dérangé de voir son petit frère buter son mec sous ses yeux. Ils décident de passer la soirée d'Halloween ensemble avec leurs amis, mais un tueur va débarquer. Sauf que la subtilité repose sur le fait qu'il porte le même masque que le copain du début du film, que le frère a buté. Ça devient intéressant là. Mais je t'encule, ma petite merde. C'est plutôt violent, même si la jaquette est clairement mensongère. Comment on passe de ça à ça ? Enfin, quand même, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne me fait plus rire. Ça n'est pas drôle du tout. Et l'explication autour de qui se dissimule derrière est plutôt satisfaisante. C'est du slasher basique, rien de nouveau sous le sapin, ou plutôt sous la citrouille, comme on parle de films d'horreur, lol. Et même si c'est sorti en 2005, les effets visuels sont toujours aussi cool. Bon, il y a toujours des étudiants consommant de l'alcool à foison, comme mon ex. Il me semblait que la semaine dernière, c'est toi qui étais dans ma voiture et que je baisais. Il y a toujours des femmes montrant gratuitement leurs précieux atouts, une chose dont se moque ouvertement le premier opus de Scream. Non, c'est que c'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle, c'est consternant. Mais aussi le premier opus de Scary Movie. Pas mal, les nibards. Au service de Satan. Nous allons suivre un petit garçon se prénommant Doogie. Doogie, c'est pas loin de Doofy quand on y pense. Agent spécial Doofy. Doogie est fan d'un jeu vidéo qui consiste à aider le diable à commettre des atrocités sans nom sur Terre. Le jour d'Halloween, il décide de se déguiser comme le personnage de son jeu et va faire une sombre rencontre. Est-ce que je peux être votre assistant ? Il est convaincu que c'est Satan et va l'aider dans ses actions. Mais ce que Doogie ne sait pas, c'est qu'il aide en réalité un véritable tueur en série à commettre des meurtres en ville. Hé, Doogie! De l'autre côté, nous allons suivre la sœur de Doogie, cherchant à comprendre ce qu'il se passe. Genre, c'est quoi tout ce bordel ? Tout en sachant que c'est Halloween, donc évidemment que ce type paraît louche. C'est écrit sur son front, plutôt sur son masque, que c'est un tueur. Mais comme tout le monde est déguisé, bah il paraît normal. Et il peut faire absolument tout ce qu'il désire, c'est le paradis. Mais il faut qu'on paye. Attendez. Il arrive. C'est un film d'Halloween convivial. Il y a des séquences un peu horrifiques, mais surtout beaucoup d'humour. C'est même vulgaire par moments. Oh mon Dieu, il a vraiment le
Et bordel, je crois que ça va vraiment trop loin, et c'est quoi ce masque ? On dirait la fouine, le pointeur avec sa barbichette. Je vous le recommande vivement si vous cherchez quelque chose de plus léger, tout en conservant, bien évidemment, l'ambiance d'Halloween qu'on adore tous. On va pas sentir la rose en sortant de là-dedans. Bon, et comme on a affaire à quelque chose de plus léger, autant continuer. Paranormal Initiation. On va finir en beauté avec un film d'horreur reprenant tous les stéréotypes habituels, ce qui caractérise le mieux l'image du sous-genre du slasher. Une soirée alcoolisée, check. Des nanas à poil, check. De mauvaises scènes de meurtre, check. Des tueurs pas charismatiques pour un sou, check. Et fort heureusement qu'on n'a pas eu de blagues racistes. Le cocktail préféré de Bruce Lee, Ginto. Et merde. On est dans une maison de sororité où il se passe des phénomènes étranges. Il y a des apparitions, des effets visuels dégueulasses. Et pour être honnête avec vous, c'est dû à une sorcière peuplant cette maison. C'est sorti en 2012. Et sachez une chose, la maison présente sur la jaquette du DVD n'est même pas la même que dans le film. Sachez aussi que cette fille n'est pas dans le film. Comment je le sais ? J'ai dévisagé toutes les actrices de ce film pour la retrouver. On a cru que tu étais tombé de la fenêtre. Est-ce que ça va ? Quelle horreur! T'as vu sa tête? Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Elle vous laissera pas. Il y a tellement pas de budget et c'est tellement ridicule, mais mon dieu, c'est vraiment un bon remède pour lutter contre la dépression. Ça, c'est embarrassant. Il suffit d'imaginer que tu portes un bikini. Ça s'inspire et surfe sur la première saison d'American Horror Story, Murder House, et c'est pas une blague. Et la fin, je vous jure que là où tout le film est proche de nanar, la fin est sérieuse et rompt complètement avec l'ambiance présente. Dans l'idée, le film explose avec des possédés par la sorcière qui agissent comme des zombies, puisqu'ils ont été empoisonnés par un gobelet en plastique. C'est pas une blague. Cette maison a été envahie par des esprits maléfiques qui ont décidé de tous nous tuer. La plupart des gens avec qui on a fait la fête sont même déjà morts. Mais la sorcière va l'emporter. C'est l'un des rares films où l'antagoniste remporte la bataille, et tout le monde finira par mourir et hanter cette sororité. Et une dernière petite chose. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut conclure à tout ce bordel ? Quel bordel ! Mon dieu, mais quel bordel ! Au fil de ces descentes, on a quitté les tueurs iconiques et les masques familiers pour plonger dans des œuvres plus troublantes, plus marginales, parfois maladroites, parfois dérangeantes, mais aussi de plus en plus nulles. Y a pas de secret, si ces films sont moins connus et sont dans les profondeurs des abysses, c'est aussi par la faute de leur popularité. Certains slashers ont réussi à se faire connaître progressivement de par leur qualité, et derrière se dissimulent des œuvres que peu de personnes ont vues, parce qu'elles sont nulles. Il y a beaucoup de productions fauchées, de copies, y compris des arnaques, cherchant à faire croire à une suite ou à une inspiration à une autre franchise qui a fonctionné. Puis tu loues le DVD et tu te retrouves avec ça. Fonce! Allez, vas-y, fonce! Mais à l'inverse, on dit souvent que le genre se caractérise uniquement par un tueur masqué qui traque des films magnifiques, et oui, il y a un peu de ça, mais il y a aussi des films traitant de thématiques vraiment intéressantes, et plus subtiles, les troubles autistiques, la famille dysfonctionnelle, la paranoïa technologique. Le pacte est de céder à la facilité, la vengeance naît d'une humiliation, la vengeance naît d'un traumatisme, parfois sexuel. Il y a tellement de thématiques profondes, si bien que c'est l'un de mes genres préférés. Il m'appelle par cette simplicité, d'un tueur traquant nos personnages, des personnages que j'aime et qu'on va apprendre à aimer, à tel point que ce sous-genre me sert de refuge pour me détendre. Encore plus tard le soir, lorsqu'il fait nuit, et lorsqu'il y a une tempête dehors que la pluie tombe sur votre Velux, le slasher, c'est une safe place. Et malgré ce qu'on pense, il est rempli de variété, permettant d'avoir cette impression de découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. Le contrôle, la culpabilité, l'isolement, le désir de punition, le besoin de croire à une logique dans le chaos, et le fait que c'est possible de s'en sortir lorsque tout va mal. Et c'est peut-être ça, le véritable sens de cet iceberg. Non pas de trouver un film plus choquant que les autres, mais l'idée que ces œuvres, même les plus oubliées, partagent tous la même pulsation. Une mécanique simple, traquer, survivre, punir, qui se répète encore et encore. On change de décor, on change de masque, on change de budget, mais tout cela reste pourtant intact. Qu'est-ce que j'aime les slashers, bordel de merde. Et si tu préfères perdre temps précieux à te prendre aux cheveux avec Alex chaque fois que tu le vois, je t'assure que tu peux crever la bouche ouverte. Et je trouve que le premier opus de Destination Finale représente parfaitement cela, cette inventivité, la preuve qu'on peut faire un slasher radicalement différent, sans antagoniste, qui porte un masque, avec une véritable complexité, tout en restant populaire, tout en s'adressant à tout le monde. Tout ça, c'est à cause de toi! Évidemment, le premier opus de Scream aussi, il est souvent vu comme le slasher ultime, à juste titre. Mais je sais pas, Destination Finale, premier du nom, a vraiment sa place à défendre. Et à mon sens, pour montrer à quel point ce sous-genre de l'horreur peut être exceptionnel, eh bah il faut le regarder. Et puis le personnage principal, c'est quand même Stan, de la célèbre chanson d'Eminem. Bon alors, c'est quoi le prochain iceberg ? L'iceberg des films d'horreur érotiques ?
Quoi ? Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Quel plaisir d'enfin clôturer cet iceberg, surtout qu'il restait pas non plus énormément de films d'horreur. Je pense que des trois parties qui sont sorties, ça va être celle-ci la plus courte. Et la semaine prochaine, je vais réunir l'ensemble des icebergs dans une seule et même vidéo qui va durer je pense 2 heures, 3 heures, je sais pas encore. Ça a mis plus d'1 an à arriver, je sais, complètement en retard, ça se trouve, vous avez totalement oublié ça et ça serait totalement légitime. De toute façon, on est des connards sur YouTube, on est vraiment la pire des chaînes. Mais j'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que c'était un petit peu divertissant. Il y a beaucoup de films qui se ressemblent et d'essayer de vous divertir avec ça, c'est vraiment pas une chose qui est facile. J'espère que tout va bien dans votre vie, que vous prenez soin de vous, c'est la chose la plus importante. De mon côté, je vous fais un énorme bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite et vous connaissez la formule, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir parce que votre raid des fesses est un petit peu salé, donc si c'est moi qui mets la langue, c'est un petit peu compliqué je pense. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un d'amoureux ou d'amoureuse de vous. Je pense que c'est la conclusion parfaite à cette vidéo. C'était Murmain, prenez soin de vous. Mouah, ciao bene les amis.